Le mariage de mon fils était la plus belle pièce dans laquelle j'ai jamais été invisible. La salle était exactement ce que Maxence avait souhaité. De hauts plafonds, une lumière dorée et diffuse, des tables rondes nappées de lin blanc, un bar qui ne désemplissait pas. Les notables de Bordeaux s'étaient déplacés en nombre, parés de leurs plus beaux atours. Les rires traversaient l'espace en vagues chaleureuses et faciles. L'orchestre jouait un morceau fluide, sans hâte. Chacun semblait être exactement là où il devait être. Je me tenais seul près de la grande fenêtre du fond, un verre d'eau intact à la quai. Observant mon fils arpenter la salle comme il le faisait depuis ses 22 ans. Le menton haut, la main tendue, le sourire précédant de peu les mots. Maxence avait toujours su faire de son entrée un cadeau pour celui qui la recevait. J'avais toujours su que ce cadeau était assorti de conditions. Je m'appelle Vianne Aubry. J'ai 58 ans. C'est moi qui ai élevé cet homme. Et le soir de son mariage, j'étais la seule chose dans cette pièce qu'il lui fallait gérer. Je l'ai senti avant de le voir. Une main posée dans mon dos, pas un guide, mais une emprise. La pression caractéristique d'un homme déplaçant ce qui l'incommode, sans vouloir donner l'impression qu'il y touche. J'ai posé mon verre sur le rebord de la fenêtre et je l'ai laissé me guider. « Il y a quelqu'un que je veux te présenter » dit-il d'une voix basse et feutrée. Rien dans son ton ne laissait présager la suite. Il me fit traverser la salle vers un homme qui tenait salon près du centre. Grand, les tempes argentées, entouré de ce calme particulier qui n'appartient qu'à ceux qui ont passé des décennies à être la personne la plus importante de l'Assemblée. 3 collaborateurs l'entouraient en un demi-cercle lâche. Régis Montan, le père de ma nouvelle belle-fille, un nom qui faisait bouger les marchés dans 3 régions. La main de Maxence resta dans mon dos jusqu'à ce que nous soyons assez proches, pour que la retirée paraisse délibérée. Puis il commença « Monsieur Montan, voici ma mère. Je dois vous prévenir. » Un petit rire, répété, tombant comme une plaisanterie trop de fois racontée. C'est ce que nous appelons l'échec de la famille. Elle n'a jamais vraiment su quoi faire de sa vie. Je gardais le visage de marbre. Clément se matérialisa près de mon épaule gauche, comme il le faisait toujours, attiré par l'orbite de Maxence comme un corsan. Gravité propre. Il se tourna à demi vers le bar tout en parlant, son attention s'échappant déjà avant même que ses mots n'arrivent. « Nous ne nous vantons pas d'elle, dit-il. Détaché, machinal, une phrase. Expirée avant même d'être achevée. Si vous lisez ceci en ce moment, laissez-leur dans les commentaires. Je veux savoir à quelle heure vous m'avez trouvé ici, car ce qui s'est passé ensuite a tout changé. » Régis Montan ne rit pas. Ce fut le premier changement notable dans la pièce. Son verre s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. Pas de façon dramatique, juste. Assez longtemps pour que ses yeux se posent sur moi correctement, non plus avec politesse, mais avec l'attention spécifique d'un homme revérifiant une information qu'il pensait maîtriser. L'un des collaborateurs à ses côtés jeta un regard entre nous deux. La conversation la plus proche perdit de sa superbe, plus par instinct que par interruption. Puis Régis posa son verre. Il fit un pas en avant et prit ma main dans les siennes. Pas une chaleur feinte, pas une politesse mondaine. De reconnaissance. Une reconnaissance authentique. Quand il parla, sa voix était assez basse pour que je sois la seule à en percevoir tout le poids. « Alors, c'est vous. » Une pause. « C'est inattendu. » Derrière moi, Maxence laissa échapper un court rire incertain. Le genre de rire que les gens utilisent lorsqu'ils sentent une conversation glisser vers un terrain qu'ils ne savent plus anticiper. Clément se tourna plus franchement vers le bar, cherchant déjà le refuge d'une autre interaction. Ni l'un ni l'autre ne virent ce que je vis. Régis Montan ne me regardait pas, comme un milliardaire découvrant une royauté cachée. Il me regardait de la façon dont les hommes d'expérience regardent lorsqu'un non-professionnel qu'ils entendent chuchoter depuis des années acquiert soudain un visage. Le mien, ici, dans cette pièce, présenté comme un avertissement plutôt que comme une personne. Il n'y eut aucun spectacle dans sa réaction. C'est ce qui lui donna toute son importance. Il se pencha légèrement, prononça 4 mots que je ne répéterai pas encore. J'ai simplement hoché la tête. Le visage de Maxence faisait quelque chose qu'il n'avait jamais fait devant moi auparavant. Ni de la colère, ni de l'embarras, quelque chose de plus calme et de plus troublant que l'un ou l'autre.
L'expression précise d'un homme qui a cédé quelque chose avec assurance et qui réalise seulement maintenant qu'il ne comprenait pas ce qu'il tenait entre ses mains. Il se tenait à 2 mètres d'eux, là, avec sa coupe de champagne et son sourire de marié, observant Régis Montan, me retenir exactement là où j'étais, et je pouvais le voir chercher une explication qui cadrait avec le monde tel qu'il l'avait construit. Il n'en trouva aucune. Régis se déplaça naturellement, de la manière dont les hommes de son rang se déplacent toujours dans les espaces, sans urgence, sans mise en scène. Il se tourna légèrement vers sa gauche et me présenta aux 2 associés qui l'entouraient encore. Le prénom seul, sans titre offert, sans contexte donné. Juste. Voici Vianne. De la façon dont on présente quelqu'un dont le nom est censé faire le travail tout seul. Ce fut le cas. Le premier associé, un homme trapu en costume anthracite, tendit la main et dit « Je ne savais pas. C'est tout. » 3 mots portant le poids, spécifiques de quelqu'un qui recalibre une pièce qu'il pensait déjà comprendre. La seconde associée, une femme aux cheveux courts, ses lunettes de lecture, relevées sur le front, retint ma main une demi-seconde de plus que ne l'exige. « Une salutation standard. Aubry Capital », dit-elle doucement. Ce n'était pas une question. Je souris et dis que j'étais ravie de les rencontrer tous les 2. De l'autre côté de la pièce, Maxence n'avait pas bougé. Clément me retrouva en quelques minutes. Il s'approcha suffisamment pour que sa voix ne porte pas et inclina la tête vers Régis, avec l'expression qu'il utilisait toujours lorsqu'il voulait paraître détaché, face à quelque chose qui le rongeait. « Comment connais-tu cet homme ?» demanda-t-il. Je le regardais, laissant la question en suspens pendant un battement exact. Puis, je souris, de ce même sourire que j'adressais à Clément depuis 32 ans, lorsque je décidais qu'une conversation ne méritait pas d'avoir lieu, et je dis « Nos chemins se sont croisés. » Il attendit la suite. Je pris un verre propre sur un plateau qui passait, et me tournai légèrement vers la pièce. C'en était fini pour cette fois. Ce que je remarquai ensuite, ce fut Alix. Elle s'était positionnée près de son père avec l'aisance de l'habitude, assez près pour l'observer, assez loin pour ne pas s'immiscer. Elle étudiait son visage de la façon dont on étudie un objet qui se comporte en dehors de ses normes. Régis Montan avait assisté à des dîners avec des ministres, à des réunions à huis clos avec des promoteurs, pesant des centaines de millions, et s'était tenu dans des cercles où se décidaient des sommes considérables. Alix avait été témoin de tout cela. Elle savait exactement à quoi ressemblait son père dans ses pièces. Il n'avait jamais regardé personne comme il venait de me regarder. Je la regardais l'observer, et je me souvins de quelque chose. 3 semaines avant ce mariage, lors d'un dîner chez Maxence, quelqu'un m'avait posé une question sur mon parcours. Alix avait répondu avant même que j'aie terminé ma première phrase. Fluide, chaleureuse, impeccable, elle avait orienté la conversation ailleurs. Elle n'avait pas été cruelle. Elle avait simplement décidé, à cet instant, que ma réponse n'était pas nécessaire. J'avais classé ce moment alors. Je classais ce moment à présent. Même tiroir, aucune urgence. L'orchestre passa à un rythme plus lent. Les conversations reprirent leur cours naturel autour de nous. La salle retrouva sa version de la normale. Ce n'était plus la même pièce qu'il y a 40 minutes. Seules 2 personnes, ici, le comprenaient pleinement. Régis croisa mon regard à travers l'espace. Un seul coup d'œil, tranquille, délibéré, et un hochement de tête. Le hochement de tête spécifique d'un homme, confirmant quelque chose qui n'avait pas besoin d'être dit à voix haute. J'y ai répondu de la même manière. Maxence l'a vu. Je le sais parce que je l'ai vu le voir. L'immobilité qui a traversé son corps comme un frisson froid, ne trouvant pas de sortie. Il ne savait pas ce qui venait de se passer entre nous. Il savait que cela comptait. Régis Montan ne m'a pas fait appeler. Il a simplement commencé à se déplacer vers l'extrémité la plus calme de la pièce et a laissé juste assez d'espace, ses côtés pour que l'invitation soit claire sans être formulée. C'était le prefer, tu langage d'un homme qui n'avait jamais eu besoin de demander 2 fois quoi que ce soit. Je l'ai suivi. Nous nous sommes installés près d'un pan de mur, loin de l'orchestre, loin du bar, loin du tumulte chaleureux de la réception. Il se tourna vers moi avec l'attention totale de quelqu'un qui attendait cette conversation depuis plus longtemps que je ne le savais. « Maître Vanneau est votre avocate, n'est-ce pas ?» dit-il.
Ce n'était pas une question. Depuis 22 ans, répondis-je. Il hocha la tête une fois. De la façon dont les hommes hochent la tête lorsqu'un détail confirme ce qu'ils soupçonnaient déjà. Il y a 8 ans, mon équipe travaillait sur une acquisition dans le couloir sud-ouest, dit-il. Une classe d'actifs différente, une position de marché différente, mais la même empreinte structurelle qu'un repositionnement qui avait eu lieu à Bordeaux quelques années plus tôt. Mon avocat l'a repéré, affirmant que le montage précédent était plus propre que tout ce qu'il avait vu dans ce Dougou secteur. Il fit une brève pause. Il a contacté le cabinet de Vanneau pour en savoir plus. Elle a répondu que le mandant préférait rester discret. Mon équipe a respecté cela. Un léger tressaillement au coin des lèvres. Je me suis quand même souvenu du nom. Aubry Capital, dis-je. Aubry Capital, répéta-t-il. Et puis ce soir, votre fils vous présente, vous dites votre nom de famille, et... Il s'interrompit. Un court soupir par le nez. Presque un rire, mais plus discret. Il n'en a pas fallu plus. J'avais prononcé mon nom comme je le faisais toujours, simplement, sans fioritures. Je ne savais pas que ce mot était resté gravé dans la mémoire professionnelle de Régis Montant pendant 8 ans, dans l'attente d'un visage. Le repositionnement de Bordeaux a sauvé ce projet, dit-il. Je n'utilise pas ce mot à la légère. La moitié de la place pensait que le secteur avait déjà atteint son maximum. Vous avez bougé avant que les fonds institutionnels ne s'y intéressent. Il me regarda directement. Cela a changé la donne pour tous. Ceux qui ont suivi. C'était une décision calculée, répondis-je. Les fondamentaux la soutenaient. C'est vrai, acquiesça-t-il. Mais beaucoup de gens voient les fondamentaux et hésitent malgré tout. C'est généralement sur le timing que les gens échouent. W. Il n'y avait aucune mise en scène dans notre échange, aucun étalage, aucun besoin d'établir des références que chacun de nous comprenait déjà. Nous parlions dans le jargon naturel de personnes qui avaient passé des années à analyser le même paysage depuis des angles différents. C'était la conversation la plus honnête à laquelle j'ai pris part depuis des années. Sans traduction, sans adoucissement, sans retouche prudente de mes pensées avant que les mots nommés prébred et jed franchissent mes lèvres. J'avais oublié ce que cela faisait. J'ai perçu la présence de Maxence avant qu'il ne parle. Il s'était placé assez près pour surprendre des fragments de phrases et assez loin pour feindre de ne pas écouter. Ce qu'il entendait n'avait aucun sens pour lui. Je pouvais le sentir à la façon dont il déplaçait son poids, se recalibrant, cherchant un angle pour faire coïncider cette version de sa mère avec celle qu'il avait portée durant toute sa vie d'adulte. Elle ne cadrait pas. Elle ne cadrerait. Jamais. Il finit par s'avancer et toucha légèrement le bras de Régis. L'interruption. Sociale masquée sous une apparente familiarité. Monsieur Montant, j'espère qu'elle ne vous casse pas trop les pieds. Un rire, suivi, forcé, tombant à plat. Pas assez cruel pour être contesté directement, juste assez dédaigneux pour ramener le moment à des proportions qu'il prévalait, maîtrisait. Régis se tourna lentement vers lui. L'expression de son visage n'était pas hostile. L'hostilité aurait été plus facile à gérer pour Maxence. C'était quelque chose de plus troublant que de l'hostilité. Patient, mesuré, totalement dépourvu de filtre mondain. Le regard d'un homme réévaluant un autre homme en temps réel. Pendant une seconde, personne ne parla. Puis Régis dit, très calmement, « Votre mère et moi discussion d'un projet qui a marqué la moitié de ce secteur. » Rien d'agressif dans la phrase. C'est ce qui la rendit percutante. Le sourire de Maxence vacilla de façon presque invisible. Il me jeta un regard alors rapide, instinctif, comme s'il vérifiait si j'avais l'intention de le sortir de ce mauvais pas ou de l'y enfoncer davantage. Je ne fis ni l'un ni l'autre. Régis reporta son attention sur moi avec une tranquille fermeté, et le rire de Maxence s'éteignit avant d'être tout à fait fini. Alix Montant-Aubry observait son père depuis ses 4 ans. Je le savais de la façon dont on sait les choses sur les gens qui ne vous les ont jamais dites. Par l'observation, par le schéma récurrent, par la qualité spécifique de l'attention qu'une fille porte à un père qu'elle a passé sa vie à étudier. Elle connaissait chaque registre de Régis Montant. Elle savait ce que faisait son visage quand il était poli avec quelqu'un sans importance. Elle savait ce que faisait sa posture,
quand il était sincèrement engagé. Elle le décryptait, à travers les pièces bien, avant de comprendre ce que signifiait analyser une assemblée. C'est pourquoi, lorsqu'elle le trouva entre deux conversations vers l'arrière de la salle, sa question n'avait rien d'anodin. Je me tenais à 6 mètres de là, avec une ligne de mire dégagée et rien d'autre à faire qu'observer. Je ne pouvais pas les entendre. Je n'en avais pas besoin. Alix posa une question directe. Le menton haut, les mains immobiles, l'attitude d'une femme qui voulait une vraie réponse et entendait savoir si elle la recevait. Régis écouta la question dans son intégralité avant de répondre. Il le fit avec précaution, des mots mesurés, un rythme délibéré, la formulation spécifique d'un homme qui ne mentait pas, mais qui ne livrait pas tout non plus. Il remettait les outils à sa fille et la laissait construire sa propre conclusion. Elle était bien la fille de son père. Elle la construirait correctement. Elle retourna aux côtés de Maxence 3 minutes plus tard. Pour n'importe qui d'autre dans cette pièce, elle semblait exactement la même, sereine, superbe, la mariée à sa propre réception, traversant la soirée avec aisance. Mais je l'avais observée avant qu'elle n'aille voir son père, et je l'observais, maintenant, sa posture avait changé de quelques degrés. Quelque chose derrière, ses yeux s'étaient discrètement réorganisés. Maxence ne remarqua rien. Il était déjà au milieu d'un récit avec 2 amis de son milieu professionnel. Une main gesticulant, l'autre tenant sa coupe à l'angle qu'il avait toujours adopté lorsqu'il feignait l'aisance. Je l'ai regardé atteindre la partie de son histoire qui exigeait une référence légère à ma personne. J'en connaissais la forme avant même que les mots n'arrivent, en ayant entendu les variantes depuis des années, délivrées avec la tranquille assurance d'un homme qui n'avait jamais été contesté sur ce terrain précis. Ses amis rirent. Alix prit son verre et regarda la table. Pas lui. Elle hocha la tête vers ses amis, puis vers le centre de table en lin blanc. Quelque part, ce n'était pas la source du rire. Ce fut la première fois qu'elle ne le suivit pas. Un geste infime, discret. La plupart des gens dans cette pièce l'auraient totalement manqué. Mais j'ai passé ma vie à déchiffrer ce qui est infime, discret. C'est là que commence tout ce qui importe. Elle ne s'était pas détournée. Pas encore. Mais elle avait cessé d'avancer dans la direction qu'elle avait prise en entrant. Et d'après mon expérience, quand une femme de sa trempe s'arrête dans une direction, c'est qu'elle en choisit déjà une autre. La soirée touchait à sa fin. L'orchestre adoucit le ton. Les invités commencèrent à se diriger vers les sorties. Régis me trouva une dernière fois, près du vestibule d'entrée, sans hâte, délibéré, comme s'il avait réservé ce moment. « J'aimerais envoyer quelque chose à votre cabinet la semaine prochaine, » dit-il. « Si vous en convenez. »« C'est d'accord, » répondis-je. Ni l'un ni l'autre n'expliqua ce que cela signifiait. Aucun de nous n'en avait besoin. Son associé, la femme aux lunettes de lecture vues plus tôt, s'approcha et je lui donnai mes coordonnées professionnelles. Pas mon numéro personnel, ma ligne directe de bureau, celle qui sonnait au cabinet d'Apolline Vanneau, Cours, de l'intendance. Je sentis le regard de Maxence depuis l'autre bout de la pièce. Je ne levai pas les yeux. Ce qui lui serrait la poitrine à cet instant était son affaire. J'avais passé assez d'années à veiller à son confort. Ce soir, ce travail était terminé. 3 semaines après le mariage, Maxence organisa un dîner. C'est ainsi que je sus qu'il était déstabilisé. Maxence n'organisait pas de dîner de famille par pure affection. Il les organisait par stratégie. Quand quelque chose dans son univers échappait à son contrôle, il ramenait les gens dans une pièce qu'il possédait et rétablissait l'ordre des choses depuis le bout de sa propre table. Je l'avais vu faire cela depuis ses 26 ans. Je reconnus la manœuvre dès que l'invitation arriva. Je vins malgré tout. Je venais toujours. Sa maison était élégante. De beaux meubles, un bon éclairage, le genre d'agencement délibéré et soigné qui annonçait l'ambition sans tout à fait atteindre l'aisance. Alix avait dressé la table elle-même. Elle m'accueillit à la porte avec ses 2 mains et retint le contact une demi-seconde de plus qu'auparavant. Je le notai sans rien dire. L'invité que Maxence avait convié était un homme nommé Gérard Favier, courtier, en immobilier d'entreprise, 15 ans d'expérience sur le marché régional.
Maxence le présenta avec l'énergie caractéristique de celui qui affiche une nouvelle relation, le nom de Montan faisant déjà son œuvre dans l'introduction. Gérard Favier avait la poignée de main d'un homme qui comprenait que le dîner de ce soir était en partie mondain et en partie une évaluation. Le repas se déroula comme se déroulent toujours ces repas. Une conversation prudente, des questions d'exploration déguisées en bavardage, chacun jouant une version de lui-même un peu plus polie que celle avec laquelle il était arrivé. Clément parla de ses années dans le privé. Maxence parla de ses projets en cours. Gérard Favier écoutait attentivement et choisissait ses moments. Son moment survint pendant le plat principal. Il discutait du couloir sud-ouest, des fluctuations du marché, des développements qui avaient façonné sa trajectoire au cours de la dernière décennie. Lorsqu'il mentionna le repositionnement de Bordeaux, sans emphase, de la façon dont les professionnels font référence à des transactions qui ont discrètement changé la perception des acteurs du secteur, il nomma le programme. Il décrivit le point où le financement s'était tendu et où plusieurs cabinets s'étaient retirés. Il décrivit la structure de repositionnement qu'il avait stabilisée avant que le marché élargi ne comprenne où se dirigeait le secteur. Il secoua la tête. C'est l'une de ces transactions que les gens évoquent encore dans les réunions d'investissement, dit-il. Pas publiquement. La plupart des gens en dehors de l'immobilier commercial n'en sauraient rien. But, sur le marché, on se souvient de qui a bougé le premier. Clément se pencha légèrement. Qui était derrière? Gérard Favier coupa son morceau avant de répondre. Un groupe d'investissement privé. Aubry Capital. Les mots tombèrent légèrement de sa bouche et lourdement partout ailleurs. Il continua sans remarquer immédiatement ce qui venait de se passer autour de la table. Ils sont restés discrets. N'ont pas cherché la publicité. C'est en partie pour cela que les professionnels ont tant respecté la démarche. Pas d'interview. Pas de conférence, juste un excellent positionnement et un timing parfait. La table se tut. Pas le silence d'un moment creux, mais celui d'un poids précis, se posant sur des personnes précises qui traitaient chacune les mêmes mots à des vitesses différentes. J'attrapais la corbeille de pain, la passai à Alix et gardai les yeux sur mon assiette. Gérard Favier jeta un regard entre nous, sentant enfin le changement d'ambiance. Maxence prit son verre de vin trop rapidement. « Tu en as déjà parlé », dit-il d'un ton détaché, cherchant la décontraction, retombant sur quelque chose de nettement plus tendu. Gérard hocha la tête. Quiconque a passé un peu de temps autour du PAN, développement commercial du Sud-Ouest, a entendu ce nom à un moment donné, principalement par des avocats, des prêteurs ou des cercles d'acquisition. Il haussa légèrement les épaules. Personne ne savait grand-chose sur qui était derrière. Clément me regarda. Je croisai son regard pendant une seconde exacte. Aucune expression offerte, rien de confirmé, rien de nié, et je revins à mon assiette. Le nom était désormais dans la pièce. Il n'avait pas besoin de mon aide pour s'imposer. Le dîner se termina 40 minutes plus tard. Personne ne proposa de dessert. Personne ne suggéra de café. Maxence raccompagna Gérard Favier à la porte, avec l'énergie un peu éteinte d'un homme dont la soirée n'avait pas pris la direction qu'il souhaitait. Alix débarrassa la table en silence. Clément nous ramena à la maison sans dire un mot. La maison était sombre à notre arrivée. Je montais, me changeais et me couchais. 2 heures plus tard, je descendis chercher de l'eau. Il était assis à la table de la cuisine, les 2 mains à plat sur la surface, le même verre intact, d'avant le dîner toujours devant lui. Il leva les yeux quand j'entrai et ouvrit la bouche. Je le regardais avec douceur. « Va te reposer, Clément. » Je remontais. Il était toujours à la table quand j'atteignis le haut des escaliers. Je pouvais le sentir sans regarder. Régis Montan recevait comme il faisait tout le reste, sans fioriture. Sa demeure était d'envergure sans être excessive. Le genre d'espace qui annonçait que son propriétaire n'avait plus rien à prouver. 40 invités, peut être 45. Le milieu professionnel qui gravitait dans son orbite, promoteurs, avocats, gestionnaires de fonds, des gens dont les noms apparaissaient sur des immeubles et des structures juridiques plutôt que dans les pages mondaines. Le genre de pièce où les conversations avaient un sens P, parce que chacun comprenait le coup des mots qui n'en avaient pas. J'avais déjà fréquenté des cercles de ce genre, non pas en tant qu'invité de Régis Montan,
mais en tant que moi-même. Cette distinction avait son importance ce soir. Dans les 20 minutes suivant mon arrivée, j'avais été entraînée dans 3 conversations distinctes qui n'avaient rien à voir avec des présentations et tout à voir avec de la reconnaissance, pas une reconnaissance mondaine, mais une mémoire professionnelle. Un promoteur de Toulouse mentionna de repositionnement de marché secondaire datant d'il y a 11 ans et me demanda si je croyais toujours que les petites acquisitions de couloirs étaient sous-évaluées sur le marché actuel. Une femme qui gérait un fonds régional fit référence à Apolline Vanneau avec le ton de quelqu'un qui avait croisé son cabinet à maintes reprises au fil des ans. Un autre homme, plus âgé, pesancé, m'écouta parler moins de 2 minutes avant de dire doucement « Aubry, Capital ». Je me doutais que c'était vous. Personne n'en fit un spectacle. C'est ce qui rendit la chose réelle. Les gens de ce milieu ne s'exclamaient pas, ils recalibraient en silence. J'accueillis chaque échange de la façon dont je recevais toutes les choses exactes, directement, sans fausse modestie. Maxence se tenait à 4 mètres de là et observait la scène. Je ne le regardais pas. Je n'en avais pas besoin. Je pouvais sentir la nature spécifique de son immobilité depuis l'autre bout de la pièce. L'immobilité d'un homme réalisant que l'Assemblée s'intéressait à sa mère avant de s'intéresser à lui. C'était nouveau pour lui. Régis trouva Maxence près du bar au milieu de la soirée. J'observais la scène de Begzès. Loin. Un bref échange. La posture de Régis était ouverte et cordiale. Rien dans son attitude n'indiquait à un observateur qu'il s'agissait d'autre chose que d'un beau-père discutant avec le nouveau mari de sa fille. Il demanda quelque chose à Maxence. Maxence répondit. Régis hocha la tête une fois et posa une autre question. Plus lente cette fois. Quelque chose de plus long. Maxence, répondit avec l'énergie légèrement surjouée d'un homme s'efforçant de paraître plus informé qu'il ne l'était réellement. Régis écouta jusqu'au bout, sans l'interrompre, sans le corriger. Puis il posa une dernière question. Je vis Maxence hésiter avant de répondre à celle-ci, juste une seconde. La plupart des gens l'auraient manqué. Régis ne le manqua pas. Il eut ce même hochement de tête délibéré dont j'avais appris qu'il signifiait une confirmation, plutôt qu'une découverte. Puis il dit quelques mots brefs, toucha légèrement l'épaule de Maxence et retourna dans la pièce. Maxence resta seul au bar pendant plusieurs secondes, plus longtemps qu'il n'était naturel. Pas embarrassé. Désorienté, c'était le mot. Pour la première fois de sa vie d'adulte, il était entré dans une pièce où sa compréhension des rapports de force ne s'appliquait pas tout à fait. La hiérarchie sur laquelle il avait bâti son assurance vacillait sous ses pieds en temps réel, et il ne savait pas encore où se situer. Il me trouva avant la fin de la soirée. Son approche était différente de toutes celles qu'il avait tentées dans son ancienne vie. Moins d'assurance, plus de prudence. La façon dont on s'approche d'un objet dont on a récemment appris qu'il recèle plus d'histoires qu'on ne vous en avait dit. « De quoi parlez-vous, toi et Régis, dans ces soirées » demanda-t-il. « De travail, répondis-je. Il attendit. Je le laissai attendre. Rien d'autre ne vint, parce que rien d'autre n'était nécessaire. Sa mâchoire se contracta légèrement. Il hocha la tête de la façon dont on hocha la tête quand on accepte une réponse qu'on ne sait pas contester. Puis il posa une question qu'il ne m'avait jamais posée auparavant. « Depuis combien de temps les gens connaissent-ils le nom de ta société ?» Pas sur un ton accusateur, ni même défensif désormais. Cherchant simplement à comprendre l'envergure du monde dans lequel il venait de pénétrer sans s'en rendre compte. « Depuis longtemps, dis-je. » Cette réponse le déstabilisa plus que tout ce que j'aurais pu lui offrir. Alix. Et lui partir 40 minutes plus tard. Je les observais, depuis l'entrée, alors qu'ils faisaient leurs adieux. La main de Maxence dans le dos d'Alix, le même geste rodé qu'il avait utilisé pour me guider à travers la réception de Plansome. Son mariage 6 semaines plus tôt. Elle se déplaçait avec lui, mais ses yeux étaient ailleurs. J'appris ce qui s'était passé dans la voiture 3 jours plus tard, par Alix, elle-même. Maxence avait dit que son père semblait anormalement intéressé par sa mère. Alix avait regardé par la vitre passager pendant un long moment avant de répondre. Peut-être qu'il sait simplement reconnaître la valeur des gens. Maxence n'avait plus dit un mot pour le reste du trajet. La voiture était restée très silencieuse.
Il sonna à la porte au lieu d'utiliser sa clé. Ce fut la première chose que je remarquai. Maxence avait une clé de chez moi. Il en avait une depuis qu'il était parti à 23 ans. Il n'avait jamais, pas une seule fois, sonné. Il sonna, ce mardi matin. De la façon dont un homme sonne lorsqu'il n'est plus sûr de sa légitimité dans un lieu qu'il considérait autrefois comme acquis. J'ouvris la porte, ne dis rien, et fis un pas en arrière pour le laisser entrer. Il s'assit à la table de la cuisine sans y être invité, l'habitude d'une vie, l'emportant sur la réserve avec laquelle il était arrivé. Je mis du café à chauffer parce que cela donnait à mes mains une occupation qui m'évitait de l'observer composer son visage pour afficher l'expression qu'il voulait que je voyais. Il commença comme commencent les gens qui ont répété leur détachement tout au long du chemin et qui découvrent qu'ils résonnent différemment une fois dit à voix haute. « Depuis combien de temps connais-tu Régis Montan? Je veux dire, avant le mariage. » « Je ne le connaissais pas personnellement avant le mariage, répondis-je. Je connaissais son existence. Il connaissait une partie de mon travail. Par quel biais? Par le travail lui-même. Je posais son café devant lui. C'est ainsi que circulent les réputations professionnelles, Maxence. En silence. Principalement. Par des personnes qui fréquentent déjà les mêmes cercles. Il entoura la tasse de ses deux mains et la regarda. « Qu'as-tu fait exactement? » demanda-t-il. « Avant de prendre ta retraite. »« Je n'ai jamais été à la retraite, répondis-je. Je disais aux gens que je l'étais parce que c'était plus simple que d'expliquer pourquoi je m'absentais. Pour des réunions qu'ils n'avaient aucune envie d'entendre relater. Cela porta. Je le vis marquer le coup. Un léger plissement autour des yeux, le travail de réajustement s'opérant derrière. Il avait accepté l'histoire de la comptable à la retraite pendant des années parce que je la lui avais offerte et parce que personne dans cette famille n'avait jamais regardé de près les contours de cette version. Ce n'était pas de la dissimulation. « Qu'est-ce que Aubrey Capital Group? » demanda-t-il. « Une société d'investissement privé, dis-je, structurée en SAS. Acquisition immobilière, partenariat de développement, position sur des marchés secondaires dans tout le sud-ouest. Principalement des participations privées, des structures discrètes. Je réinvestissais la majeure partie des bénéfices dans l'activité elle-même. Depuis où? Depuis le cabinet d'Apolline. Elle est mon avocate depuis le début. Toute la correspondance commerciale, les enregistrements et les réunions passaient par ses bureaux. Il me fixa. Nous étions dans cette ville pendant tout ce temps. Oui, dis-je. Ses yeux parcoururent la cuisine alors. La même cuisine où il avait mangé depuis l'enfance. La même maison, les mêmes placards, les mêmes murs ordinaires. Je pouvais voir la confusion l'envahir désormais, pas seulement le fait que j'ai bâti quelque chose, mais que je l'ai bâti sans que rien ne change visiblement dans la vie qu'il pensait comprendre. Tu n'as jamais vécu comme quelqu'un qui dirige une société d'investissement. J'eus presque un sourire. J'ai vécu comme quelqu'un qui protège une affaire, dis-je, pas comme quelqu'un qui l'exhibe. La plupart des gens que tu crois riches mettent leur fortune en scène. Les investisseurs sérieux passent généralement plus de temps à protéger leur capital qu'à l'étaler. Il se recula légèrement. Et papa n'a jamais su. Je pense que ton père en connaissait des fragments. Je fis une pause. Il n'a simplement jamais pensé que ces fragments s'assemblaient en quelque chose d'important parce qu'il ne s'agissait pas d'événements se déroulant dans pièces centrées sur lui. Les questions continuèrent de s'enchaîner, et je continuais d'y répondre. Directement, sans phare, sans ce filtre de protection que j'avais passé 30 ans à appliquer aux conversations dans cette famille. Chaque réponse était simplement la vérité. J'avais toujours été prête à la dire. C'est juste que l'occasion ne s'était jamais présentée. Je le regardais assimiler chaque élément et chercher la question suivante, de la façon dont on cherche un point d'appui quand le sol se dérobe. Il était venu chercher des informations pour reconstruire une image gérable de moi. Il découvrait que les faits ne s'assemblaient pas dans ce sens-là. Il resta silencieux un moment. Puis, « Pourquoi ne nous l'as-tu jamais dit ?» Je le regardais, sans colère, sans cette patience jouée que je lui avais offerte, pendant des décennies, avec quelque chose qui était simplement la vérité, et qui l'était depuis longtemps. Tu ne l'as jamais demandé, Maxence, pas une seule fois en 34 ans. La cuisine garda cette phrase pendant un long moment. Aucun de nous ne fit un geste pour l'effacer.
Il partit 20 minutes plus tard, avec les mouvements précautionneux d'un homme qui ne faisait plus confiance au plancher. Je me tins à la fenêtre et regardai, sa voiture stationnée dans l'allée pendant 2 bonnes minutes avant de démarrer. J'appris la suite par Clément ce soir-là. Maxence l'avait appelé depuis sa voiture. Lui avait dit ce que j'avais déclaré. Clément était resté silencieux un long moment. Le silence particulier d'un homme faisant des comptes qu'il n'avait pas envie de terminer. Puis il avait dit « Elle a raison ». Maxence n'avait rien trouvé à répondre. Clément non plus. La maison de Sibylle sentait le café, les gâteaux sortant du four et les 30 années d'une femme vivant exactement comme elle l'entendait. Je m'assis dans sa cuisine comme je ne m'asseyais nulle part ailleurs dans le monde, sans cette posture attentive que je portais partout ailleurs. Mes chaussures étaient retirées. Ma veste était sur le dossier de la chaise. La tasse qu'elle posa devant moi était celle ébréchée qu'elle possédait depuis 1987 et refusait de remplacer parce qu'elle avait la bonne contenance. Sibylle me connaissait depuis avant que je ne me connaisse moi-même. Ce n'était pas du sentiment. C'était un fait. Elle s'assit en face de moi et m'observa un instant, de la façon dont elle m'observait toujours, lorsqu'elle décidait s'il fallait me dire la chose prudente ou la chose vraie. Puis elle demanda « Comment tiens-tu le coup avec tout ça ?» Je lui fis la réponse que j'adressais à tout le monde. Mesuré, posé, bien, tout bien considéré. J'avance régulièrement. Elle me laissa finir, puis elle posa sa tasse. « Ce n'est pas ce que je t'ai demandé, » dit-elle. La cuisine devint silencieuse de cette façon spécifique, propre à la cuisine de Sibylle lorsque celle-ci décidait que la vraie conversation commençait, que je sois prête ou non. Dehors, quelque part dans le quartier, une tondeuse démarra, puis s'arrêta. « Tu sais à quoi je pense sans arrêt, » dit-elle. « À toutes ces années où je venais dîner et où tu t'éclipsais au milieu du repas parce que tu avais de la couase. » Paparazzi. Un léger sourire effleura mes lèvres avant que je ne puisse le retenir. J'avais effectivement de la paperasse. Je le sais maintenant. Elle se recula légèrement. À l'époque, je croyais que tu fuyais les gens. Je regardais le fond de ma tasse. La vérité était que, parfois, c'était le cas. Non pas parce que j'avais honte de ce que je construisais, mais parce que j'étais fatiguée de mesurer la dose de réussite qu'une assemblée pouvait tolérer, avant que quelqu'un ne doive lancer une plaisanterie ou réorienter le sujet vers un terrain plus confortable pour lui. Sibylle scruta mon visage attentivement. « Tu as cessé d'offrir des parcelles de toi-même dans cette maison il y a bien longtemps, dit-elle doucement. C'était cela. Pas la version dramatique, pas le langage que les gens utilisent. Pour rendre la douleur poétique, juste la vérité posée simplement entre deux femmes assez âgées pour la reconnaître sans fioriture. Je passais mon pouce le long du rebord de la tasse. Au début, je pensais que si j'expliquais mieux les choses, il comprendrait, dis-je. Puis, au bout d'un moment, j'ai réalisé qu'il ne me comprenait pas de travers. Il ne m'écoutait tout simplement pas très attentivement. Sibylle hocha la tête une fois, comme si cela confirmait une intuition qu'elle avait depuis des années. « Ils affichaient de l'assurance, » dit-elle après un instant. « Tous les deux, ton mari et ton fils. Assez fort pour que, finalement, plus personne ne vérifie s'ils avaient réellement raison. » Je laissai échapper un soupir discret, pas tout à fait un rire. Ce qu'elle disait n'était pas cruel. C'était la particularité de Sibylle. Elle n'aiguisait jamais une vérité inutilement. Si une parole blessait venant d'elle, c'est que l'arête était déjà tranchante avant qu'elle n'y touche. Elle se leva et remplit ma tasse sans demander mon reste. Puis elle dit « Clément est venu ici. » Je levai les yeux. « La semaine dernière. Il s'est assis exactement là où tu es. » Elle revint s'asseoir lentement. Il commençait des phrases qu'il n'arrivait pas à finir. Il les commençait et s'arrêtait. Je pus l'imaginer immédiatement. Clément avait toujours compté sur son éloquence. L'assurance venait aisément aux hommes habitués à être traités comme l'autorité naturelle dans chaque pièce où il pénétrait. Perdre cette aisance avait dû lui donner l'impression de perdre l'équilibre. Sibylle entoura sa propre tasse de ses mains. À un moment donné, il m'a demandé si tu avais l'air malheureuse. Une pause. Je lui ai dit que malheureuse n'était pas le mot juste. Mes doigts se serrèrent sur la céramique. Quel mot as-tu utilisé? Elle me fixa calmement. Seule. La cuisine resta silencieuse après cela.
Pas d'inconfort, juste de la franchise. Je me tournai vers la fenêtre. Le jardin dehors était très vert, très paisible. Le vent remuait doucement les arbres près de la clôture du fond. Quelque part à proximité, une porte moustiquaire claqua. Il est resté assis là pendant près de 2 heures, dit doucement Sibylle. Puis il s'est levé, m'a remercié pour le café, et est sorti sans dire au revoir. À 9h60, je hochai la tête une fois, car je comprenais exactement ce que cela signifiait. On n'oublie pas de dire au revoir après 32 ans de bonne manière. On l'oublie quand on quitte une pièce, en portant quelque chose de trop lourd pour se souvenir des usages ordinaires. Il était à la table de la cuisine, quand je descendis à 6h45 du matin. Le café devant lui était plein et froid. Il était là depuis assez longtemps pour qu'il n'y ait plus de vapeur et il n'y avait pas touché. Ce qui me dit tout de son état avant même qu'il ne parle. Clément aimait le café depuis 32 ans. Il le buvait dès qu'il était versé. Une tasse pleine et froide signifiait qu'il avait été absorbé par quelque chose de trop pesant pour ce Guy, ensamé en zenezeneji. Souvenir des détails du quotidien. Il leva les yeux quand j'entrai. Son regard était net. Il n'avait pas dormi, mais il n'avait pas pleuré non plus. Il avait réfléchi. L'épuisement spécifique d'un homme qui avait passé la nuit à faire une arithmétique dont il espérait qu'elle donnerait un autre résultat. « J'ai besoin que tu me montres, dit-il. Pas « montre-moi tout ». Pas « j'ai le droit de savoir ». Juste « j'ai besoin que tu me montres ». De la façon dont demande un homme qui a déjà décidé que la réponse lui coûterait quelque chose de définitif et qui s'est résolu à payer. Je suis allé à mon bureau. Ce ne fut pas long. Les dossiers étaient là où ils avaient toujours été. Le classeur à côté de mon bureau, 3e tiroir, dossiers suspendus, classés par année, de la façon dont Apolline m'avait appris à les organiser à nos débuts. J'en pris 3, ceux qui racontaient l'histoire, la plus claire en le moins de pages possible. Je les posai sur la table devant lui, m'assis en face, et ne dis rien. Avant qu'il n'ouvre le premier, je lui précisai une chose. Aubrey Capital. Groupe a toujours opéré sous une adresse commerciale distincte. Le cabinet, d'Apolline Vanneau. Cours de l'intendance. Tous les relevés, correspondances et déclarations fiscales de l'entreprise y allaient directement. Je déclarais les impôts de la société séparément de notre déclaration commune. Tu signais là. Déclaration commune du ménage. Tu ne m'as jamais demandé ce que je déclarais de mon côté. Je fis une pause. Je ne l'ai jamais proposé. Il soutint mon regard un instant. Puis il ouvrit le premier dossier. Il les parcourut lentement. Je n'observais pas son visage. J'observais ses mais la façon dont elle tournait les pages en disait plus que son expression. Prudente au début. Les mains d'un homme espérant encore un malentendu. Puis plus lente. Puis immobile sur certaines pages. Celles portant les dates les plus anciennes. Celles des années où Maxence était encore à l'école et où Clément racontait au dîner mondain qu'il gérait les finances du ménage. Ce ne sont pas les chiffres qui arrêtèrent ses mains. Ce sont les dates. 22 ans de dates défilant sur 3 dossiers dans un ordre chronologique, impeccable. Chacune représentant une décision que j'avais prise seule à un bureau, dans une pièce située à 6 mètres de l'endroit où il dormait. Il leva les yeux à un moment donné. Sa voix était calme, appliquée. « Je croyais que tu tenais les comptes de tiers. » « C'était le cas, dis-je. »« Les miens. » Il baissa de nouveau les yeux, continua. Quand il ferma le dernier dossier, il ne bougea pas pendant un long moment. La cuisine était totalement silencieuse. Dehors, une voiture passa. Un oiseau fit entendre un cri et se tut. Clément resta assis, les mains à plat sur le dossier fermé. De la façon dont s'assoit un homme qui s'efforce d'empêcher quelque chose de monter en lui, n'ayant aucun moyen de le contenir. J'attendis. Il finit par lever les yeux. « As-tu jamais eu envie de me le dire ?» Je pesai la question à la mesure de ce qu'elle méritait, car elle méritait de la considération. C'était la chose la plus honnête qu'il m'ait demandée en 32 ans. « J'aurais voulu que tu éprouves l'envie de savoir, dis-je. » Je repris les dossiers, retournai dans mon bureau et refermai doucement la porte, derrière moi, de la façon dont j'avais toujours tout fait dans cette maison. Les 3 jours qui suivirent l'examen des dossiers furent les plus silencieux que cette demeure ait connus en 32 ans. Pas le silence de l'absence. Clément était physiquement présent dans chaque pièce qu'il avait toujours occupée. Il faisait son café le matin.
Il s'asseyait dans son fauteuil le soir. Il se déplaçait dans la maison selon ses parcours habituels. Mais la nature de sa présence avait changé de la façon dont la qualité de la lumière change avant l'orage. Même maison, même pièce, même homme, mais l'atmosphère s'était modifiée à un niveau qui n'avait pas de nom et n'appelait aucune annonce. J'observais cela de la façon dont j'avais appris à tout observer, sans en avoir l'air. Le deuxième matin, il me demanda une petite chose, une question d'ordre financier, la réévaluation de la taxe foncière de la maison, pour savoir si je pensais que la nouvelle estimation était exacte. Il commença sa phrase, s'interrompit au milieu, puis la termina malgré tout, comme s'il s'était disputé avec lui-même, pour savoir s'il avait encore le droit de me poser des questions sur des sujets qu'il avait passé des années à supposer qu'il maîtrisait déjà. Je lui dis ce que j'en pensais. Il écouta, ses deux mains entourant sa tasse, toute son attention portée sur mes paroles, sans attendre son tour pour m'interrompre, sans échafauder sa réponse pendant que je parlais, écoutant tout, simplement. C'était la première fois en 30 ans que je me sentais écoutée à cette table. C'était aussi la chose la plus triste dont j'ai été témoin depuis longtemps. Le troisième matin fut pire. Il entra dans la cuisine en tenant l'un des dossiers, pas ouvert, juste tenu. Il resta là un instant, comme un homme qui s'est trompé de pièce dans sa propre maison et ne sait pas comment se rattraper. Naturellement. Je les ai encore parcourus la nuit dernière, dit-il. Je hochai la tête une fois. Sa mâchoire se contracta légèrement. J'essayais de me rappeler où j'étais pendant certaines de ces années. Un court rire lui échappa. Sec, sans joie. Des dîners, des sorties de golf, des déjeuners au restaurant, à expliquer le marché aux gens. Pendant que tu construisais déjà des positions que je n'aurais pas pu comprendre si tu me les avais mises sous les yeux. Ce fut la première parole de défense qu'il prononça depuis l'apparition des dossiers. Pas de la colère, pas du déni. Quelque chose de plus petit et de plus triste. Un homme cherchant à se situer dans une histoire qui ne soutenait plus. La version de lui-même sur laquelle il s'était reposé. Je ne dis rien. Il regarda le dossier dans ses mains. Une part de moi veut se dire, tu aurais dû imposer la conversation plus fermement. Il déglutit après l'avoir formulé, comme s'il en percevait la faiblesse avant même que je n'y réponde. Et une autre part sait à quel point c'est injuste à l'instant même où ça sort de ma bouche. La franchise de cet aveu porta plus qu'une excuse travaillée ne l'aurait fait. Il était très facile de s'effacer devant toi, dis-je doucement. Tu occupais l'espace naturellement. Les gens suivaient ton assurance parce qu'elle s'imposait avant même que quiconque n'ait eu le temps de formuler une pensée. Il s'assit lentement dans la chaise en face de moi. Fatigué, plus vieux qu'il ne paraissait une semaine plus tôt, et je me laissais croire que cela signifiait que je voyais enfin les choses clairement. Oui, dit-il. Il hocha la tête, accepta la chose, ne chercha pas à se défendre davantage. Plus tard dans l'après-midi, il appela Maxence. J'étais dans mon bureau, la porte ouverte, et j'entendis sa voix, le rythme mesuré d'un homme disant quelque chose qu'il avait décidé ne pouvoir attendre ni être adouci. « Tu dois des excuses à ta mère, » dit-il. Pas une discussion, pas une explication. Des excuses. J'entendis la voix de Maxence monter à l'autre bout du fil. Pas les mots, juste le ton. Le registre familier d'un homme s'efforçant de retrouver un équilibre émotionnel par la discussion. Clément ferma brièvement les yeux avant de répondre. « Je ne te demande pas ton avis, » dit-il. « Je te dis ce qui est vrai. » L'appel se termina peu après. Ce soir-là, il vint me trouver dans la pièce devant et se tint sur le seuil. De la façon dont se tiennent les hommes qui ont quelque chose à dire et ne sont pas certains d'avoir acquis le droit de le et braver. Faire. Comment ai-je pu passer à côté, demanda-t-il. De tout. Pendant toutes ces années, je le regardais. Il ne cherchait pas à se dédouaner. La question était sincère, l'inventaire précis d'un homme ayant enfin cessé de protéger la version de dupe. Lui-même qu'il préférait au profit de la vérité sur ce qu'il avait été. « Je ne t'ai pas perdu à la table de la cuisine, » dit-il enfin. Ce n'était pas une question. « Non, » répondis-je. « Ce n'est pas là. » Plus tard cette nuit-là, avant de monter, je lui dis que j'avais parlé avec Apolline Vanneau. Il se figea. Il connaissait ce nom. Il me regarda attentivement et me demanda pourquoi. Je le lui dis.
Aucun de nous ne prononça le mot. Nous n'en avions pas besoin. Il était déjà dans la pièce, tranquille, installé, et n'allant nulle part. Elle sonna de la même façon que Maxence. Je le remarquai immédiatement. La Blakestos sonnait au lieu d'un appel préalable, le même signal prudent de quelqu'un qui n'était plus certain de sa légitimité devant une porte qu'il considérait, autrefois comme une formalité. Alix se tenait sur mon porche, dans un manteau simple, les mains le long du corps, sans aucune mise en scène. Pas d'entrée travaillée, pas d'adoucissement social, juste une femme qui avait décidé de venir et qui était là. Je fis un pas en arrière et la laissai entrer. Nous commençâmes par des choses ordinaires. De la façon dont les gens qui construisent quelque chose de difficile commencent toujours par des banalités. Elle admira la pièce de devant, s'enquit d'une photo sur la console. Je préparais du thé. Nous parlâmes de petits sujets pendant 10 minutes, comprenant tous deux que nous laissions simplement la pièce s'apaiser avant de prononcer la moindre parole d'importance. Puis elle posa sa tasse et me regarda directement. « Il m'a dit que vous étiez difficile, dit-elle. Que vous ne l'aviez jamais soutenu, que chaque fois qu'il essayait de construire quelque chose, vous trouviez un moyen de le rabaisser. Je considérais cela, non pas l'accusation, j'en avais entendu les variantes depuis des années, mais la tristesse spécifique d'une femme ayant accepté le portrait de quelqu'un sans jamais avoir pris la peine de regarder le sujet. Elle-même. J'étais toujours là, dis-je. Il n'aimait simplement pas ce qu'il voyait, quand il regardait. Elle intégra la remarque, ne chercha pas à l'éluder, ne prit pas sa défense. Elle s'assit avec cette réalité, de la façon dont s'assoit une personne qui savait déjà et attendait simplement d'en avoir la confirmation. « Je vous observe, dit-elle, depuis le mariage, dans chaque pièce, attendant de voir apparaître la version de vous que Maxence décrivait. » Elle fit une pause. « Il n'y a qu'une seule version de vous. Il n'y en a jamais eu qu'une, seule qui soit exacte. Je n'avais jamais eu le luxe de disposer de plusieurs versions. La précision avait toujours été la seule option qui s'offrait à moi. » Elle me dit alors ce qu'elle était venue me dire. Son père était en discussion avec ses gestionnaires de fonds depuis 3 semaines. Des discussions internes, non pas préliminaires ou exploratoires, mais structurelles. Le partenariat, Montant d'Aubry, était déjà en cours d'élaboration au niveau des grandes lignes. Mon nom figurait dans ces échanges bien avant que Régis ne mentionne l'envoi de documents à mon cabinet lors de la réception. La proposition que j'attendais n'était pas un début, c'était une formalité venant sceller une décision déjà prise. J'absorbais l'information sans montrer l'effet qu'elle me faisait. Qu'Alix, sache avant moi, que la propre fille de Régis apporte cela à ma porte avant que son cabinet n'envoie les papiers, n'avait rien d'accidentel. Régis Montan ne faisait jamais rien par hasard. Elle s'excusa alors, sans préambule, sans réserve construite autour de ses intentions ou de sa situation. Lors du dîner avant le mariage, vous avez commencé à répondre à une question. Et j'ai réorienté la table, dit-elle. Je savais ce que je faisais, je l'ai fait, parce que c'était plus facile que de remettre en question ce que Maxence m'avait dit sur vous. Une pause. C'était mal. Je la regardai un moment. Puis je dis, « Je sais que vous le savez. Je vous remercie de le dire malgré tout. » Elle hocha la tête, prit son manteau. Je la raccompagnai à la porte. Nous dîmes au revoir simplement, de façon sincère, sans fioriture. Elle fit un pas sur le porche et je commençai à refermer la porte. Elle se retourna. « Il s'est marié en pensant que votre nom ne signifiait rien, dit-elle. Mon père a bâti sa carrière en sachant qu'il signifiait tout. » Elle marcha vers sa voiture. Je restai sur le seuil de la porte ouverte et la regardais s'éloigner jusqu'à ce qu'elle tourne au coin de la rue et disparaisse. La rue redevint très calme après cela. Je restai sur le seuil plus longtemps qu'il n'était nécessaire. Sibylle m'appela le lendemain soir et me raconta tout. Elle s'était trouvée chez Alix un arrangement de longue date, sans lien avec ce qui se tramait. Quand Maxence était arrivé, elle avait proposé de s'en aller. Alix lui avait dit de rester. Ce détail à lui seul m'indiqua tout ce que je devais savoir sur le chemin, parcouru par Alix en son fort intérieur. Une femme qui demande à un témoin de rester est une femme qui a déjà pris sa décision et veut voir si l'autre est prêt à dire la vérité en présence d'un tiers. Maxence entra avec l'énergie qu'il portait toujours lorsqu'il gérait une situation. Les épaules en arrière,
La voix posée, l'allure spécifique d'un homme, ayant déjà décidé du déroulement de l'échange, il trouva Alix dans la pièce devant, calme, assise, immobile de cette immobilité propre aux personnes qui ont fini de se déplacer dans une direction et n'en commencent pas encore une autre. Il commença à parler avant même de s'asseoir. Sibyl dit qu'il s'exprima avec tout soin. La soudaine visibilité de sa mère modifiait les rapports au sein de la famille. L'intérêt de Régis créait des conjectures. Les gens commençaient à confondre les relations personnelles et le jugement professionnel. Il présenta le tout comme de la sollicitude, une sollicitude pragmatique, le paravent, commode, derrière lequel s'abritent les gens respectables lorsqu'ils veulent contrôler sans paraître autoritaire. Il dit qu'il avait contacté l'un des adjoints de Régis plus tôt dans la semaine, non pas pour s'immiscer, c'était sa formulation, mais pour conseiller la prudence, pour suggérer que les liens familiaux compliquaient parfois les affaires d'une manière que les tiers ne percevaient pas immédiatement. Cela cadrait davantage avec la réalité, pas du sabotage, de la gestion. C'était le réflexe de Maxence depuis toujours. Alex le laissa terminer de bout en bout, puis elle dit « Tu as appelé le cabinet de mon père. » Maxence se tut. « Tu as contacté ses collaborateurs avant de m'en parler. » Sa voix demeurait calme. « Avant d'en parler à ta mère, avant d'en parler directement à mon père. » Oh, Stan. Sibyl dit que le silence qui suivit avait une texture particulière. Le silence d'un homme réalisant qu'une argumentation qui lui paraissait raisonnable dans sa tête ne l'était plus du tout une fois prononcée à voix haute devant un tiers. Maxence se réajusta rapidement. Il dit qu'il protégeait l'équilibre de la famille. Que le beau-père de Maxence ne comprenait pas l'historique émotionnel en jeu. Que les tiers commençaient à idéaliser la réputation professionnelle de sa mère sans appréhender la réalité de leurs rapports familiaux depuis des années. Alix ne discuta aucun de ces points. C'est ce qui le déstabilisa. Elle resta simplement là, où elle se trouvait sur le plan émotionnel, tandis qu'il continuait de s'agiter dans la pièce pour trouver un terrain stable. Enfin, elle dit très doucement « Tu t'entends parler ?» Sibyl me dit que Maxence s'arrêta alors, non pas parce qu'il était d'accord, mais parce que pour la première fois depuis le mariage, quelqu'un écoutait la structure de son propos plutôt que le vernis qu'il utilisait pour le présenter. Alex croisa ses mains sur ses genoux avant de reprendre. « Mon père a passé 40 ans à bâtir des partenariats avec des gens qui savent distinguer l'ego du jugement, dit-elle. Tu croyais vraiment qu'un appel d'un gendre allait le prémunir contre une manipulation? » Maxence répondit qu'il ne remettait pas en cause l'intelligence de Régis. Alix soutint son regard. « Mais tu remettais en cause l'intégrité de ta mère. » La remarque porta d'autant plus qu'elle était exacte. Sibyl dit que Maxence tenta une dernière approche, plus douce, moins assurée. Il dit que tout ce qui entourait Vianne semblait soudain stratégique, le moment choisi, la visibilité, la façon dont les gens réagissaient à des informations que personne ne détenait auparavant. Alix écouta sans l'interrompre. Puis elle dit une phrase qui mit fin à l'échange. « Je n'ai jamais vraiment regardé votre mère, dit-elle. J'ai simplement accepté la version d'elle qui vous arrangeait. » Elle laissa la phrase s'installer entre eux. « Et maintenant que je regarde par moi-même, je ne reconnais pas du tout la femme que vous m'avez décrite. » Sibyl dit que Maxence ouvrit la bouche, puis la referma. Toutes les variantes de cet échange qu'il avait préparé exigeaient qu'Alix s'emporte sur le plan émotionnel, afin qu'il puisse réorienter l'émotion vers de la gestion conflit. Elle ne le fit pas. Elle resta assez calme pour que toutes ces justifications perdent leur couverture. Il n'y avait plus rien à organiser après cela, si ce n'est lui-même. Il détourna le regard le premier. Alix appela son père plus tard cette nuit-là. Sibyl n'entendit pas cette conversation. Elle n'en avait pas besoin. Le lendemain matin, Régis m'appela directement. Sa voix était chaleureuse, de cette façon propre aux hommes dont le jugement s'est définitivement arrêté. « Attendez-vous à recevoir le projet d'ici la fin de la semaine, dit-il. Je le remerciais. Non, dit-il simplement, c'est moi qui vous remercie. Le dossier arriva un mercredi matin par coursier, pas par email, pas par une CV. Demande de signature électronique. Un pli physique, de couleur crème, le genre, qui annonce sa teneur avant même qu'on ne l'ouvre. Le genre qui dit « Ce qui se trouve à l'intérieur a été jugé assez important pour être transmis en main propre.
Il resta posé sur la table de ma cuisine pendant 4 minutes avant que je ne l'ouvre. Non pas par hésitation, mais parce que je comprenais que certaines choses méritent qu'on leur accorde le poids d'un instant avant de les laisser modifier la pièce. Le document comptait 11 pages, une mise en page soignée, un vocabulaire précis, le genre de rédaction propre aux avocats qui comprennent que chaque mot d'un tel montage est porteur d'une responsabilité. Je le lus de la première à la dernière ligne sans m'arrêter. Fonds de développement montant Aubry Sud-Ouest. Mon nom, pas une participation discrète, pas un capital d'appoint caché à 3, niveau d'une structure opérationnelle. Un partenariat déclaré. Aubry Capital. Groupe figurant aux côtés de Mountain Equity Partners dans l'entête de la structure, dans le titre du fonds, sur chaque page où les dirigeants étaient mentionnés. 22 ans de travail qui s'étaient déroulés principalement via des participations privées et des réunions confidentielles sans que mon nom y soit associé, désormais affiché publiquement, de façon irrévocable. Je restai avec cette idée un moment. Puis j'appelai Apolline. Nous parlâmes, pendant 40 minutes. Je lui posai 2 questions. L'une sur la structure de responsabilité de la position de partenariat déclarée. L'autre sur les clauses sorties si l'orientation du fonds venait à dévier des paramètres convenus. L.I. Grebs répondit de façon exhaustive. Quand elle eut fini, je lui dis que je me prononcerais d'ici vendredi. Elle répondit qu'elle serait prête. Je posai le téléphone et regardai le document sur ma table. Maxence apprit la nouvelle le jeudi après-midi. Je savais qu'il en serait ainsi. Le milieu professionnel bordelais transmettait les informations discrètement, mais efficacement, en particulier lorsque Mountain Equity Partners associait son nom à une nouveauté. Il appela à 6 heures, dit à 7. J'observai son nom s'afficher sur l'écran. Pendant 2 sonneries complètes avant de décrocher. La première chose que je remarquai fut son hésitation avant de parler. Il cherchait le ton, le registre qui convenait à un appel pour lequel il n'avait et pas de modèle. Chaque appel précédent qu'il m'avait adressé dans sa vie d'adulte avait une forme qu'il maîtrisait avant de composer le numéro. Celui-ci, non, avait pas. Je le laissais le trouver par lui-même. J'ai entendu parler du fonds, dit-il enfin, ton nom y figure. C'est le cas, répondis-je. Une autre pause, plus longue cette fois. Je ne savais pas que c'était devenu si sérieux. Voilà, pas du déni à proprement parler. Quelque chose de plus machinal. Le dernier réflexe d'un homme, s'efforçant de replacer un couvercle sur un objet qui avait déjà grandi au-delà de sa portée. C'était sérieux avant que tu ne le saches, dis-je doucement. Le silence s'installa de nouveau. Puis, as-tu pris ta décision? Pas encore. Il demanda s'il pouvait passer. Je dis oui. Il arriva dans l'heure. S'assit en face de moi à la table où le document était toujours posé. Pas fermé, pas rangé. Présent. Il le regarda un instant, puis il me regarda. Non pas le personnage qu'il avait imaginé sur moi depuis 30 fours. Moi. La nature de son attention s'était modifiée de la façon dont elle se modifie lorsqu'une personne cesse enfin de filtrer ce qu'elle voit à travers ce qu'elle s'attendait à voir. « Qu'est-ce que tu veux » demanda-t-il. Pas ce que Régis proposait, pas ce que la structure exigeait. « Qu'est-ce que tu veux, toi » Je regardai mon fils et compris que c'était la première question honnête qu'il me posait sans chercher à orienter la réponse vers quelque chose qui lui serait utile par la suite. Alors je répondis franchement. Ce que je voulais était ce que j'avais toujours cherché à bâtir, que mon travail s'affiche en public comme il s'était toujours affiché en privé. Cesser d'être le secret professionnel, le mieux gardé dans des cercles qui connaissaient les transactions depuis des années, mais jamais la personne derrière elles. Il hocha lentement la tête. À 2 reprises, je le vis presque m'interrompre. L'ancien réflexe était toujours là, l'instinct d'expliquer, de réinterpréter, de se replacer au centre de la conversation. Mais à chaque fois, il se retint avant que les mots ne sortent tout à fait. Cela compta pour moi. Non pas parce que la réserve effaçait le passé, mais parce que les véritables changements s'annoncent généralement avec discrétion au début. Nous restâmes assis ensemble encore 1 heure. Ce n'était pas du pardon. Ce n'était pas une réconciliation. Maxence avait encore trop d'ego pour que l'un ou l'autre se produise simplement pour l'instant, et j'étais trop lucide. Désormais pour confondre un début avec une fin.
Mais c'était réel. 2 personnes ayant leur première conversation honnête sans chercher à l'emporter l'une sur l'autre. Le vendredi matin, je signais la proposition envoyée au cabinet d'Apolline pour 9 heures. Puis j'appelais Sibylle. « C'est fait maintenant, dis-je. » Elle expira longuement, lentement, le souffle d'une femme qui avait porté quelque chose pour le compte d'une personne aimée pendant très longtemps. Ni l'une ni l'autre ne dit mot de plus. Aucun de nous n'en avait besoin. Il y a un calme très particulier qui s'installe de l'autre côté d'une décision entièrement prise. Pas le calme de l'esquive. Pas celui de quelqu'un qui attend qu'on l'en dissuade. Le calme d'une femme s'étant posé avec chaque facette d'un choix, l'ayant retourné entièrement et l'ayant déposé dans la direction qu'il devait prendre. C'est ce calme que j'apportais à la procédure. Il ne vacilla pas. Il ne nécessita aucun entretien. Il était simplement là, de la façon dont les fondations sont là, sous les édifices, que l'on pense ou non à les regarder. La vérité était que le mariage s'achevait depuis bien plus longtemps que ce que nous en avions dit à voix haute. La réception n'avait rien détruit. Le mariage avait simplement éliminé la dernière excuse pour feindre que je pouvais encore vivre commodément dans une version de moi-même bâtie sur l'effacement. Apolline déposa les premiers documents un mardi. L'inventaire du patrimoine était exigé par la loi et je l'avais préparé avec la précision que j'apportais à chaque acte passant par ma vie professionnelle. Chaque participation répertoriée, chaque rendement enregistré, chaque année comptabilisée. En remontant jusqu'à la première transaction d'Aubry Capital, il y a 22 ans, une position sur un marché secondaire pour une parcelle à usage mixte en Gironde qui avait rapporté 4 fois sa mise de départ en 30 mois. Le tableau complet de ce que j'avais construit, net, chronologique, sans ambiguïté, joint à un mariage auquel on mettait formellement fin. L'avocat de Clément appela le cabinet d'Apolline 3 fois en une semaine. Apolline me fit part de ses appels sans commentaire. C'était sa méthode. Ça avait toujours été sa méthode. Les appels ne contenaient aucune contestation, aucune accusation. C'étaient les appels d'un homme s'efforçant de comprendre ce qu'il lisait, parce que la structure de notre vie commune lui apparaissait soudain sous un autre jour en rétrospective que lorsqu'il se trouvait à l'intérieur. Chaque appel posait une question de clarification. Chaque question révélait une autre strate de ce qui avait existé dans ce mariage sans avoir été perçu. Apolline répondit à tout avec exactitude. C'était tout ce qui était requis. Clément demanda un dernier entretien avant que la procédure n'avance. J'y consentis. Nous nous assîmes à la table de la cuisine, la même table qui avait accueilli les dossiers, le café froid, la parole inexprimée, et il ne me demanda pas d'arrêter. Il avait assez de conscience de lui-même pour comprendre que réclamer mon arrêt n'était pas un échange qu'il avait mérité. Il me dit qu'il était désolé, non pas pour le mariage, ni pour les dossiers, ni pour les moments de visibilité, qui avaient finalement tout contraint à se révéler. Il était désolé pour les années précédentes, pour les réorientations, pour l'autorité tranquille qu'il avait arborée si naturellement qu'il l'avait confondue avec la normale, pour avoir bâti sa perception de notre mariage sur postulat que j'avais silencieusement assumé pendant des décennies, parce que le rectifier chaque jour aurait exigé de devenir une personne épuisée, permanence. C'étaient les excuses les plus précises que j'ai jamais reçues. Je l'en remerciais directement, sans l'adoucissement que j'aurais appliqué à ces mots 10 ans plus tôt. Puis je lui dis que cela ne changeait rien à ma décision. Il hocha la tête. Non pas le hochement de tête d'un homme acceptant la défaite, mais celui d'un homme acceptant la vérité. Il y avait une différence, et il l'avait enfin apprise. Nous restâmes assis ensemble encore quelques minutes sans parler. 2 personnes. Au terme de quelque chose qui avait été long, réel, et qui était devenu lentement intenable de façon que nous n'avions pas tout à fait nommée. Lorsqu'elle se produisait. Je ne pressais pas le moment. Certaines fins méritent qu'on s'y attarde, plutôt que de s'en débarrasser par de la gestion de crise. Puis je me levai, le raccompagnai à la porte. Nous nous dîmes au revoir comme on se dit au revoir quand on le pense, et que l'on sait que c'est définitif. Simplement, sans mise en scène. Je fermais la porte, traversais de nouveau la maison seule, passais devant la cuisine, devant la pièce de devant, devant le bureau où les 3 dossiers se trouvaient toujours dans leur tiroir, exactement là où je les avais rangés. Je ne m'arrêtais pas. Je continuais de marcher jusqu'à la fenêtre au bout du couloir.
Je m'y tins et regardai la rue. La même rue, le même quartier, le même calme qui avait entouré cette maison, pendant 22 ans alors que tout s'était modifié à l'intérieur sans personne au dehors ne s'en doute. Vendredi était dans 4 jours. Je pensais à ce qu'il recélait, et je sentis passer en moi quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis très longtemps. Pas de la joie. La joie était trop légère pour ce dont il s'agissait. Quelque chose sous la joie. Quelque chose qui ne dépendait pas des circonstances, ou de la reconnaissance d'autrui pour subsister. Quelque chose qui avait toujours été là, attendant que la maison autour se fasse enfin assez silencieuse pour être entendue. Mon nom figurait sur les documents à l'entrée, pas dissimulé dans les caractères fins, pas mentionné comme une contributrice discrète dans une annexe, que personne ne lit. Sur les documents à l'entrée, le livret remis à chaque personne pénétrant dans la salle. La bannière derrière le pupitre, le titre du fonds sur chaque support portant un titre, Montant Aubry, Fonds de développement Sud-Ouest. Mon nom associé à un travail qui avait toujours été le mien. S'affichant enfin, en public, de la façon dont il s'était toujours tenu en privé. Arrivé tôt, non par anxiété, par habitude. J'avais toujours mieux réfléchi. Dans les pièces, avant qu'elles ne se remplissent. Je me tenais près de la fenêtre, avec un café que je bus réellement cette fois, observant l'espace, s'animer autour de moi. Les traiteurs, le personnel d'accueil, l'équipe de régie. Agençant le matériel avec l'efficacité tranquille des personnes, comprenant que les détails d'un lieu annoncent ses intentions avant même que quiconque ne prenne la parole. L'un des coordinateurs de l'événement me remit un livret et passa son chemin, sans m'accorder un deuxième regard. Je contemplais mon nom dessus pendant une seconde exacte. Puis je le pliais et le rangeais dans mon sac. Je n'avais pas besoin de le tenir pour savoir qu'il était réel. Les invités arrivèrent comme arrivent toujours les invités à ce type de rassemblement. Par petits groupes, en pleine conversation, dans la géométrie, mondaine d'individus se connaissant déjà, et venus officialiser cette connaissance dans un contexte nouveau. Dans les 30 minutes, j'avais été abordé par des membres de 4 cabinets différents. Certains me rappelaient la réception précédente de Régis. D'autres étaient nouveaux. Aucun ne m'approchait avec surprise désormais. C'était la Quatinand Visor and Average. Différence. La reconnaissance s'était installée. Une femme de Lyon me demanda si je croyais toujours que le réaménagement des couloirs secondaires était évalué en Nouvelle-Aquitaine. Un promoteur de Toulouse fit référence à une position que j'avais prise il y a des années que ses associés jugeaient initialement trop audacieuse jusqu'à ce que les rendements les contraignent à revoir leur jugement. Un autre homme me serra simplement la main et dit « J'entends parler de vous depuis des années. » Pas de l'admiration, de l'acceptation. L'Assemblée m'avait déjà fait une place, avant même mon entrée. Je reçus chaque échange de la façon dont j'avais appris à recevoir les choses, exactes, directement, sans me dérober, sans feindre une modestie que je n'éprouvais pas. Régis me trouva près du centre de la pièce, au moment où la présentation officielle débuta. Il me présenta aux invités réunis de la façon dont un homme présente une personne dont l'œuvre a mérité chaque terme qu'il s'apprête. Prononcé, par mon nom, par mon parcours, par les décisions spécifiques qui avaient façonné le paysage dans lequel chacun ici opérait. Non pas comme la mère de quelqu'un, ni comme l'épouse de quiconque, mais comme Vianne Aubry, comme Aubry Capital Group, comme la femme qui avait décelé ce que les autres avaient manqué et avait agi avant que la fenêtre ne se referme. C'était la présentation qui m'était due depuis 22 ans. Et pendant un court instant, un petit instant privé, je le ressentis, non pas du triomphe, mais quelque chose de plus profond et de bien plus humain. Du soulagement. L'épuisement d'avoir porté seul quelque chose de précieux pendant si longtemps, se desserrant enfin d'un degré. Je me laissais le ressentir une fois, puis cela passa. Je me tins droite, les 2 pieds sur terre, et accueillis la salle sans feindre. Je trouvai Maxence du regard avant qu'il ne me trouve du sien. Il se tenait près, de l'extrémité de la pièce, présent mais en retrait, l'attitude d'un homme apprenant encore à exister dans un espace qui ne gravitait plus naturellement autour de lui. Alix se trouvait à 10 mètres de là, engagée dans un autre échange, la posture ouverte, évoluant déjà dans cette pièce, selon ses propres termes. Elle n'était pas venue en tant qu'épouse ce soir. Elle était venue en tant qu'elle-même,
Maxence me regardait recevoir ce qu'il avait passé des années à décréter que je n'avais pas mérité. Je ne détournais pas les yeux. Lui non plus. Et pour la première fois depuis le mariage, je vis passer sur son visage quelque chose qui n'avait rien à voir avec de la confusion, de la défensive ou du réajustement. Du regret, non pas pour le fond, mais pour les années, pour la prémence, version de moi qu'il avait acceptée, parce qu'elle exigeait moins de lui que de me voir clairement. Ce qui passa entre nous à travers cette pièce n'était pas du pardon. Le pardon viendrait plus tard, lentement, dans les moments ordinaires, s'il venait. Ce n'était pas la guerre non plus. C'était quelque chose de plus tranquille et de plus permanent que l'un ou l'autre. Deux personnes se voyant enfin avec exactitude. Je me retournai vers la salle, vers le travail, vers le nom sur la bannière, derrière le pupitre, vers la version de moi-même que j'avais bâtie au fil de 22 ans de matin précoce et de portes fermées, avec la discipline spécifique d'une femme comprenant que l'œuvre valait toujours plus que la plan-blé. Discussion sur l'œuvre. Je ne mettais pas le pouvoir en scène. J'avais simplement cessé de m'en cacher. Il m'avait présenté comme l'échec. Il me connaissait déjà comme la fondation.